Cette semaine, comme toutes les semaines, jusqu'aux élections présidentielles, nous vous proposons un débrief des propositions des candidats à la présidentielle, propositions évidemment autour du numérique. Pour commenter tout ça, nous avons en plateau nos invités qui nous ont rejoints avec Jean-Paul Smet, PDG de Rapid Space. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes spécialiste du monde du livre et chroniqueur régulier aussi dans cette émission. À vos côtés, Godefroy de Brensman, président de Numéum. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, un rappel important pour recontextualiser notre débat aujourd'hui. Numéum faisait partie des 10 associations de la scène technologique française à l'origine du pitch qui a eu lieu donc le 9 mars dernier, un événement qui réunissait des candidats à la présidentielle, en tout cas ceux qui ont répondu ou leurs représentants. Alors cette semaine, je vous propose de nous attaquer au sujet des élections présidentielles via les citations des candidats ces derniers jours, voire ces dernières semaines, ou de leurs représentants pour mieux comprendre leur vision du numérique, ce qui nous permettra donc de balayer les thématiques qui continuent à ressortir ou celles qui désespérément restent dans l'ombre aussi peut-être. On va les traiter dans l'ordre alphabétique pour rester le plus possible dans un objectif de neutralité. Alors le premier, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui veut utiliser le numérique comme un outil de lutte contre la fracture territoriale, ce qui nous permet d'aborder ce sujet. Il dit « Le numérique permet un nouvel aménagement du territoire, il convient de mettre fin aux fractures et d'agir très rapidement ». Est-ce que c'est effectivement un enjeu national aujourd'hui et comment on peut utiliser le numérique pour rompre cette fracture ? Par exemple, c'est clairement un enjeu dans le domaine de la couverture 4G et 5G en France. On est carrément un pays sous-développé, si on se compare par exemple à la Chine ou au Japon. Et on continue, par exemple, dans le domaine de la 5G, d'avoir un retard colossal. Il faut se donner une idée, en Chine, on construit 2 millions de sites 5G chaque année. En France, ça devrait être 200 000. On est à 10 fois moins. Et donc, on a un gros problème de sous-développement, alors qu'on a une offre en France complète d'industriels qui, par ailleurs, étaient obligés d'exporter pour trouver des marchés. Alors, comment on explique que ce sujet soit si peu abordé aujourd'hui ? Parce que les gens croient qu'en fait, ça a été réglé, par exemple, par le plan très haut débit, qui date non pas de ce gouvernement, mais du gouvernement précédent. Et en fait, on va dire, ça fait 10 ou 15 ans qu'au lieu de donner les moyens à ceux qui ont des technologies et des projets de les déployer, on aide finalement les opérateurs de télécom à essayer de conserver leur maigre marge. Alors que dans d'autres pays, comme en Chine, l'État déverse des quantités folles d'argent public pour couvrir jusqu'à la moindre île ou au moindre petit village d'altitude. La fracture numérique, elle est pour beaucoup une question d'usage. Et aujourd'hui, on a touché du doigt avec la crise sanitaire que ça rentre dans nos maisons pour quasiment toutes nos activités. Il y a effectivement une partie de la population qui est très mal à l'aise. Alors il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, en particulier ces maisons, ces organisations qui sont là pour que les services publics puissent être amenés au plus près des personnes sur tout le territoire. Donc ça, c'est quelque chose qui a démarré il y a quelques années et qui est en train de se déployer. C'est bien, il faut aller plus loin. Et effectivement, ça passera par un déploiement plus massif de la technologie 5G en particulier. Et puis après, c'est évident qu'aujourd'hui, avec le télétravail, on a une espèce de diffusion progressive des populations dans les territoires qu'on n'avait pas, qui étaient concentrées dans les métropoles. Et je pense que ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Maintenant, ça nous oblige, et sur les usages, et sur la technologie, à aller plus loin. Alors on enchaîne avec Anne Hidalgo, si vous le voulez bien, si la candidate avait plutôt mis en avant des propositions sur la sobriété numérique, sur les enjeux écologiques qu'on a déjà vus ensemble dans Smart Tech. Ici, c'est sur les travailleurs des plateformes numériques qu'elle a pris position. Je vous donne sa citation. « Je mettrai fin à la situation faite aux travailleurs des plateformes numériques d'être des travailleurs indépendants alors qu'ils n'ont aucune maîtrise de leurs conditions de travail et de rémunération. » Est-ce qu'on peut, j'allais dire davantage, mais vous allez me dire où on en est, réguler les acteurs numériques internationaux qui emploient des travailleurs sur le sol français ? Je ne crois pas que ce soit que les travailleurs, que les plateformes internationales qui utilisent des indépendants. Je pense que les indépendants, il y en a dans le domaine juridique, dans tous les domaines. Il n'y a pas que les chauffeurs, les chauffeurs Uber. Donc c'est un vrai sujet et c'est absolument évident qu'aujourd'hui, il faut aligner
un socle du droit du travail qui permet d'adresser aussi bien les gens des indépendants que les gens qui ont un contrat, on va dire, à durée déterminée ou indéterminée, sur des sujets qui sont les ruptures, la couverture santé, sur des sujets qui sont évidemment un socle commun. Voilà, maintenant, supprimer les travailleurs indépendants, je pense que ça ne va pas dans le sens que ce que les gens veulent même. Il y a peut-être des gens qui sont des esclaves, comme Mme Hidalgo le dit, mais il y en a beaucoup qui sont très contents de bénéficier de la liberté que leur donnent les plateformes. Qu'est-ce que ça peut jouer si on s'attaque à durcir la réglementation de ces plateformes, françaises ou étrangères, qui viennent employer des indépendants sur le territoire français? Est-ce que ça peut avoir un enjeu sur l'attractivité de la France? Peut-être ça peut avoir un enjeu sur le fait qu'il y aura des indépendants recrutés sur les mêmes plateformes, mais à partir de territoires hors de France. Oui. En fait, on pourrait contourner finalement la réglementation. Pour une partie. Oui. Et moi, je pense qu'il y a aussi le fait que les Français ne vont pas l'accepter, parce que les Français ont goûté à la possibilité de pouvoir devenir indépendant en sortant d'une entreprise, et ça, c'est quand même une espèce de liberté, au fond, on peut le voir comme ça. Et puis les services qui sont rendus ne sont pas rendus par des entreprises, ils sont rendus par cette agilité qui est donnée par une plateforme et des indépendants qui vont, pour 2 heures de leur temps dans la semaine, faire quelque chose dont vous avez besoin, mais qu'ils ne feraient pas s'ils étaient dans une organisation. Et je pense que voilà, je pense que... Donc il y a un vrai besoin d'accompagner, d'agilité, mais aussi d'accompagner d'un point de vue social. Ça c'est évident. Tout en laissant cette agilité aux plateformes numériques qui viennent sur le territoire. Bon, alors on enchaîne avec un autre défenseur de la sobriété numérique, Yannick Jadot. Toujours sur cette même ligne, il se concentre, lui, sur les data centers. Donc il faut penser aux impacts écologiques, je le cite, de la technologie dès leur déploiement. Des data centers, par exemple, doivent servir de réseau de chaleur, ou pour d'autres bâtiments, ils doivent générer des externalités positives. Alors ça, c'est un sujet qui n'a pas entendu les présidentielles 2022 pour être mis sur la table. Déjà, c'est très intéressant puisqu'il parle d'externalités positives. Parce que souvent, on voit ce sujet du data center ou du numérique uniquement du point de vue de la consommation d'eau ou d'électricité. Et on ne voit pas le fait qu'on utilise le numérique peut avoir une externalité positive en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Là, il va encore plus loin, puisqu'en fait, il défend une approche de data center, par exemple, que j'ai pu observer moi-même à la ville de Bâle, où en fait, on réutilise des immeubles, les caves, où on y installe des espèces de bacs d'huile qui servent à refroidir les serveurs, pour alimenter en eau chaude sanitaire, typiquement pour prendre sa douche, l'ensemble de l'immeuble. Et comme ça, on évite de construire un data center, on réutilise la chaleur, et en plus, dans ce cas-là, on réutilise des machines recyclées qui viennent d'hyperscalers américains. Donc en fait, il parle de quelque chose qui existe déjà, qui marche vraiment, et où en fait l'Europe est leader. Puisqu'en fait, le fabricant de ces bacs à huile, il vient de Barcelone. Le recycleur des PC, c'est une entreprise française. Donc, moi, je trouve que c'est une évolution du discours par rapport à ce qu'on avait entendu au cirque d'hiver vers quelque chose de positif grâce à l'idée d'externalité positive. Donc, cohérence technologique, de toute évidence. Est-ce que stratégiquement, c'est cohérent? Est-ce qu'on pourrait convaincre les acteurs des data centers aujourd'hui au niveau français et européen, puisqu'on est à cette échelle-là? Je pense que c'est les externalités positives, et effectivement, je vous rejoins, c'est une bonne manière de regarder le sujet. On ne fera pas sans la tech, on ne sauvera pas la planète sans la tech, c'est à peu près évident aujourd'hui, sinon on l'aurait fait. Donc il faut que la tech, on la mette à notre service et elle consommera, mais elle consommera moins que ce qu'on consomme aujourd'hui. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, il faut que les acteurs de la tech et les data centers soient sensibilisés et ils voient un intérêt. Et ce sera par probablement la réglementation d'un côté et les innovations de l'autre. Donc c'est sûrement une bonne idée de récupérer la chaleur, de ne plus mettre les data centers dans les pôles, ce qui est probablement une abomination. Il y a beaucoup d'autres idées, mais dans la démarche, je pense que c'est très positif. Alors, il y a une autre citation de Yannick Jadot qui nous a interpellés, que je voulais vous soumettre aujourd'hui. Elle concerne l'administration française. Il a dit, je cite, « Je veux mettre fin à la France CERFA. Beaucoup de commerces se sont modernisés. Il faut poursuivre ce mouvement en numérisant une bonne partie des documents papier. » CERFA 100% numérique, c'est envisageable? Oui, on a aujourd'hui fait un gros chemin
duquel on revient d'ailleurs pendant la crise Covid. On a bien vu que l'administration était parfaitement capable de devenir agile. Et puis, elle repart tout doucement dans ses travers qui consistent à se protéger ou se retrancher derrière le CERFA ou la politique CERFA, si on peut dire. Donc oui, l'administration, elle peut être plus agile. Il faut lui donner une impulsion. Et je crois que c'est le rôle du gouvernement et du prochain gouvernement de continuer cette dynamique et d'empêcher l'administration à revenir en arrière. Il y a beaucoup de processus aujourd'hui qui peuvent être numérisables. L'idée d'avoir dans les territoires ces maisons numériques, ces maisons de services publics dans lesquelles on rassemble 9 grands domaines des services publics avec un seul fonctionnaire au service des citoyens locaux. C'est un guichet unique sur les services publics qui sera forcément numérique. Ils ne pourront pas faire autrement. Donc, je pense qu'on va y aller. Il faut continuer. Et c'est une vision qui est une évidence aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas fonctionner autrement. La contrainte, c'est quoi? C'est la question de sécurité, d'identification La contrainte, c'est de le vouloir. Et puis que les fonctionnaires, mais comme dans une entreprise d'ailleurs, les gens n'ont pas envie de changer. C'est plutôt ça la contrainte. Chaque organisation défend son territoire. La vraie contrainte, elle est là. C'est ça, c'est la barrière à la numérisation de toute cette administration. Le Sénégal, il y a 15 ans, avait fait un CERFA universel numérique. Donc un seul logiciel qui couvrait d'un seul coup toutes les procédures de toutes les administrations. Mais c'est ennuyeux parce que ça fait qu'un seul marché de numérisation. Et puis, ça donne de la traçabilité sur les procédures, qui est rapide, qui est lent. Et donc, le mélange des deux a bloqué l'ensemble du projet. Donc, il n'y a pas de problème technique. Mais il y a des solutions. En plus, on peut imaginer, si l'argument, c'est aussi de rendre tout cela plus verrouillé en termes d'accès, on peut imaginer que la blockchain fasse son entrée là-dedans. Enfin, je ne sais pas. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Non. De toute façon, un des endroits où ce genre de choses a bien avancé, par exemple, c'est du côté de l'Estonie, où ils ont des offres intégrées de logiciels qui sont prêts à vendre à d'autres États. Mais pour ça, il faut accepter de changer, ce qui n'est pas simple. Bon, alors on poursuit avec la France insoumise. Alors, ce n'est pas une citation de Jean-Luc Mélenchon, c'est une citation de Bastien Lachaud, député de Seine-Saint-Denis, que je vous propose aujourd'hui. C'est lui qui représentait le candidat lors du pitch le 9 mars dernier. Il s'agit du sujet de la réglementation du numérique au niveau international. Ce n'est pas le seul à s'être emparé de ce sujet. Nous devons avoir le contrôle des technologies au moyen de normes internationales solides. Il nous faut protéger les personnes de la big brotherisation de la société tout en garantissant la neutralité du net. La big brotherisation de la société, c'est une référence à la protection des données personnelles? Oui, mais bon, c'est un peu... c'est évident qu'aujourd'hui, on est tous dans une logique où on veut avoir une réglementation au moins européenne et qu'à partir de cette réglementation européenne, on impose des choses. On l'a fait avec le RGPD, il faut continuer. Il y a d'autres réglementations en cours aujourd'hui qui sont en discussion et qui vont continuer à renforcer cette dimension je dirais, de résistance ou de contrôle ou de réglementation face à des grands acteurs que sont, par exemple, les GAFAM, les grandes plateformes, on va dire. Donc je pense qu'on y va. Mais simplement, c'est pas simple parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Donc une fois qu'on a dit qu'on voulait le faire, c'est bien, mais après, il faut juste... Donc là, on a plutôt un état des lieux qu'une proposition. Oui, voilà. En même temps, on trouve dans le programme de la France insoumise une partie des réponses, si on regarde bien. Parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, le cadre réglementaire international est de toute façon incompatible d'une zone à l'autre. Utiliser en France des API américaines, c'est de facto illégal aujourd'hui pour des tas d'applications parce que le droit américain, notamment le Foreign Intelligence Surveillance Act, ne permet pas à un citoyen européen de s'opposer à une éventuelle demande de la justice américaine sur ces données auxquelles il accède par l'API aux États-Unis. Il y a la même chose avec les Chinois. Et en fait, à partir du moment où ces API sont mises en œuvre par des logiciels libres, territoire par territoire, on se retrouve avec la possibilité dans chaque territoire de s'adapter à chaque réglementation. Et on trouve cette idée dans le programme de la France insoumise. Alors Emmanuel Macron, maintenant, a présenté les grandes lignes de son programme jeudi dernier. Plusieurs plans
du numérique ont été évoqués. J'en souligne un. Il veut recruter 1500 cyberpatrouilleurs et augmenter les moyens de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes de l'information, l'ANSSI. Des cyberpatrouilleurs, est-ce qu'on a une idée de ce que ça veut dire ? J'imagine que c'est des gens plus techniques. Il vient gonfler les rangs de l'ANSSI d'abord. Et puis derrière, il faut qu'on ait au niveau du parquet un espèce de cyberparquet qui soit capable d'engager des actions et effectivement de faire ce que vous dites, de patrouiller. Oui, ce que Emmanuel Macron dit. Voilà. Et actuellement, il n'y a personne pour le faire. Les juges sont débordés. Et donc, c'est sûrement une très bonne initiative. Oui. Renforcer l'ANSSI. Mais en même temps, renforcer l'ANSSI, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant pour l'industrie. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de projets de recherche et développement en France qui se font bloquer par l'ANSSI et qui nous font prendre du retard parce que l'ANSSI est en train d'être impliquée dans le développement industriel français alors qu'elle n'a rien à y faire. L'ANSSI édicte de plus en plus de normes impossibles à mettre en œuvre qui obligent en fait d'arrêter de vendre en France et d'exporter. Pour donner une image, l'ANSSI est à l'informatique ce que la Haute Autorité de l'Environnement est à l'industrie chimique. Imaginez qu'avant d'ouvrir une industrie chimique, vous demandiez à l'agence, à la Haute Autorité de l'Environnement, le droit de le faire. Vous aurez toujours une réponse qui est non. Et aujourd'hui, en mettant l'ANSSI à trop d'endroits, en plus en recrutant trop de monde, en ayant une espèce d'hypertrophie de cette agence, on se met des barrières pour créer des nouveaux produits, accéder à des nouveaux produits. Et aujourd'hui, ce que produit l'ANSSI, de facto, exclut par exemple 95% de l'offre européenne de cloud. Et donc l'ANSSI a un effet dramatique sur notre industrie. Alors un mot avant d'enchaîner sur Valérie Pécresse. Macron a présenté un plan d'investissement de 30 milliards d'euros dans le secteur, les secteurs d'avenir dans le numérique, les semi-conducteurs, le quantique, le cloud, l'intelligence artificielle. C'est le seul à chiffrer ses ambitions pour le numérique ? Pour le moment, c'est le seul qui a un peu de recul sur le sujet. Bon, effectivement, on voit bien que c'est des sujets complexes. Il y a 5 ans qu'il est sur cette balle-là et il avait déjà commencé d'ailleurs. Après, on peut se dire 30 milliards, qu'est-ce que c'est par rapport à ce que investissent chacune des grandes plateformes de cloud qui investit à peu près la moitié chacune tous les ans. C'est vrai qu'on n'a pas d'ailleurs de temps. On dit est-ce que ce sera pendant le quinquennat, le long du quinquennat, est-ce qu'il pourrait y avoir une somme supérieure ? C'est encore très flou. C'est très flou, oui. On sait bien qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait un rapprochement entre les gens du numérique, l'industrie, tout ce qui est formation supérieure et recherche pour essayer d'adresser le problème de l'innovation dans les sujets qui sont encore possibles pour nous. On passe au cloud parce qu'on va être un peu short sinon avec Valérie Pécresse qui a fait cette déclaration assez succincte. Le cloud n'est pas suffisamment ni de confiance ni stable. Alors qu'est-ce qu'on en déduit ? Valérie Pécresse a en fait fait beaucoup de déclarations, notamment en 2021 dans Le Point. Et si on regarde le sujet du cloud, c'est peut-être un des candidats qui a fait le plus de déclarations. Elle a parlé de quotas, d'obligations d'achat de cloud européen qui existent déjà. Elle a parlé de Small Business Act. Elle a parlé de construire un cloud souverain à partir de briques. Donc, on va dire que peut-être c'est pas toujours cohérent d'une déclaration à une autre. Donc, c'est pas réaliste ce constat pour vous ? Ni de confiance ni stable ? Pour moi, en fait, peut-être que ça s'applique à certaines offres américaines pour ce qui est de la confiance, mais il y a une offre européenne qui est stable et de confiance, ce qu'elle avait dit précédemment. Éric Zemmour aussi s'est emparé du sujet et il dit qu'il s'agit d'avoir un cloud français et d'imposer que les données les plus précieuses soient présentes dans un cloud français et seulement français. Il a précisé la grande erreur de l'Europe a été de considérer que le numérique n'était qu'une histoire de consommateurs. D'autres, comme les États-Unis et la Chine, ont vu un moyen d'assurer leur puissance. Donc il y a deux notions, la question de souveraineté et la question de s'imposer aussi par rapport aux acteurs internationaux. Alors, on n'est pas tellement sur le sujet de la puissance, on est aujourd'hui sur le sujet de permettre aux Français d'avoir accès à des outils et à des moyens qui sont forcément soutenus par du cloud et à des entreprises, ou de les développer ou de les utiliser pour leurs propres services. Aujourd'hui, on voit bien que en Europe, on peut arriver, et en France, on peut arriver à avoir un espace dans lequel on va avoir un certain nombre de données stockées. Il a cité quelques sujets régaliens, la santé, etc., pour les consommateurs.
pourquoi pas, hein. Aujourd'hui, c'est clair qu'on n'a pas la capacité d'innovation qu'ont un certain nombre de grands acteurs dans le monde, mais il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels on a les moyens d'être innovant, d'être... le cloud, c'est un peu mis de côté maintenant, en fait, en termes d'ambition. Non, c'est pas ce que je vois, justement. Ouais. Et donc, si on regarde Éric Zemmour, il est l'un des candidats qui cite des produits européens. Je crois qu'il en a cité au moins 6 ou 7. Et je pense que c'est faux de dire qu'on n'a pas la capacité d'innovation, parce qu'en fait, pratiquement toutes les technologies de cloud utilisées par les clouders américains ont été inventées en Europe. Les containers, il y a 20 ans, la 5G virtualisée, il y a 8 ans, le pass, c'était en 2005, presque tout a été inventé en Europe. Pareil, sur les montants, c'est quelque chose de faux de comparer en fait les montants des GAFAM, parce que ce sont des montants qui intègrent du hardware, de l'investissement matériel. Mais le cœur du cloud, c'est des logiciels, et ce sont des montants en fait extrêmement faibles dont on a besoin pour investir. Et je pense qu'il faut qu'on le sache. Aujourd'hui, il y a une offre qui est sur la table de 10 fournisseurs européens de cloud qui chacun propose pour 1 million d'euros une offre souveraine de technologie européenne. Donc, pour moi, c'est possible. Si je résume. Et c'est reconnu chez Valérie Pécresse, à la France Insoumise, chez Yannick Jadot, chez Éric Zemmour. Donc tous ceux qui n'ont pas eu le pouvoir et qui n'ont pas géré le problème. Parce que quand on regarde la réalité, aucune entreprise est prête à basculer son système d'information. Mais moi, j'ai des clients qui basculent leur système d'information sur des clouds européens sans aucune difficulté. Mais j'en ai rencontré aucun. Ben moi, j'en rencontre tous les jours. C'est mon métier. Ça fera l'objet d'un nouveau débat, peut-être dans cette émission, si vous voulez bien. Pour pousser le sujet plus loin, on n'a plus le temps, malheureusement. Merci beaucoup, Jean-Paul Smets, PDG de RapidSpace, d'avoir pris le temps de venir. Merci aussi à vous, Godefroy de Brandsman, d'avoir pris le temps de venir sur le plateau, président de Numéum. On poursuit, quant à nous, avec votre rendez-vous C'est humain dans Smart Tech.